Merci beaucoup à Béatrice Chambach. Merci pour cette introduction et bienvenue à nos invités qui nous accompagnent pour échanger autour du thème de la production de contenu audiovisuel en Afrique francophone, une production portée, vous le savez, par sa diversité, mais aussi par son originalité, en raison du contenu local, notamment. Dans la première partie de ce panel de discussion, nous essaierons avec vous, chers invités, de faire d'abord l'état des lieux de la demande de contenu audiovisuel en Afrique francophone. Nous nous intéresserons ensuite aux besoins réels des diffuseurs locaux, mais aussi des diffuseurs internationaux. Enfin, dans la seconde partie, nous nous pencherons évidemment sur la question épineuse de la mobilisation des financements pour soutenir cette production locale. Voilà en quelque sorte le sommaire que nous essaierons d'approfondir pendant les 45 prochaines minutes avec mes invités qui sont Madame Anna Ballot, directrice de RTI Distribution. Bonjour Madame Anna Ballot. Bonjour Bob. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité est M. Faisal Gnolefin, directeur général de Merveille Production. Bonjour M. Gnolefin. Bonjour Bob. Ouais. Et merci à vous également d'avoir accepté de participer à ce panel. Enfin, notre troisième invité est M. Abdel Kwame, directeur général Africa Toon. Bonjour M. Kwame. Abel Kwame. Oui, bonjour Bob. Monsieur Abel Kwame, merci à vous tous d'avoir accepté de nous accompagner dans ces discussions. Ma première question est adressée à Madame Anna Ballot. Madame Ballot, hein, on le sait, vous êtes dans le milieu de la production et de la réalisation audiovisuelle en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Ma première question est de savoir quels sont les programmes les plus prisés en ce moment et qui achètent surtout du contenu en Afrique francophone. Mais merci. Pour les programmes les plus prisés, je dirais, vont plus vers des programmes, vont plus vers la fiction, la musique et même l'humour. La fiction en volume surtout, parce que les chaînes sont les demandeurs et elles sont très peu acheteuses pour le moment en Afrique. Sinon, elles sont demandeuses, mais elles sont très peu acheteuses. Mais la demande est surtout du côté de la fiction, des séries. Ensuite, si possible, du contenu musical et puis du contenu humoristique. Alors, pourquoi les séries et pourquoi la musique selon vous? Pourquoi ce sont des programmes les plus demandés? Ben, d'abord parce que au niveau des séries, parce que c'est la demande du public, hein. Je pense que même s'il n'y a pas d'études d'audience à chaud, mais aujourd'hui, les études d'appréciation qui sont faites par les différents cabinets qui interviennent peut-être dont les résultats sont connus chaque mois ou chaque 3 mois, montrent l'appétence du public. Donc, l'appétence du public va vers la fiction, les séries. Je pense que c'est une habitude peut-être qui a été créée par l'invasion de nos antennes par les telenovelas qui restaient 3 mois, 6 mois à l'antenne. Et donc, le public s'est habitué à regarder, comme on dit, à être accroché par ce type de contenu qui durait en longueur. Maintenant, de plus en plus, le public a envie de voir en longueur, mais des choses qui lui ressemblent, qui parlent de lui. Du contenu purement local, des productions. Purement local. C'est ça. La demande est de plus en plus vers cela, on s'en rend compte. Hein. On s'en rend compte, surtout en tant que distributeur, nous, on s'en rend compte de plus en plus. Alors, comment s'organise la demande des programmes audiovisuels?
Est-ce que dans une boîte comme la RTI, qui a un catalogue de plus de 1200 heures? Comment s'organise la demande? Bon, nous, je dirais, on a la chance d'appartenir, en tant que distributeur, d'appartenir à un groupe qui a en son sein 3 chaînes de télévision. Donc, ça fait que déjà, quand on produit ou qu'on agrège du contenu, on le fait d'abord en priorité pour nos chaînes. Donc, on alimente nos chaînes d'abord qui ont leur grille de programme. On s'organise en début d'année pour examiner les différentes roadmaps de diffusion. On leur propose en face aussi nos roadmaps de production. On fait un marché interne qui fait qu'on sait à quel moment alimenter quelle chaîne avec quel type de contenu. Donc, c'est pour ça. Ensuite, comme on dit, on participe à différentes activités, des marchés, ou bien on va à des rencontres B2B ou ce type de session pour connaître les besoins des diffuseurs et en fonction de cela, savoir si on l'a dans notre catalogue ou bien si on prospecte auprès des producteurs qui sont soit en train de tourner ou bien qui nous ont envoyé des projets, voir comment on lance ces projets en coproduction ou bien comment on agrège ces projets déjà contenus ou bien comment on achète même des codes-parts de coproduction si on sait que c'est un projet porteur et bankable. En tout cas, sur un marché de plus de 430 millions de consommateurs potentiels, on peut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Ah oui, il y a de la place pour tout ça. Voilà. Abel Kwame, vous avez participé à la réalisation de plusieurs films publicitaires, mais aussi des courts-métrages. Vous êtes également auteur de 5 longs métrages et des séries d'animation qui ont reçu plusieurs distinctions. Et comment, selon vous, se manifestent les besoins en contenu local des diffuseurs internationaux, mais aussi panafricains qui émettent justement en Afrique francophone? Vous êtes également auteur de 5 Alors, donc, excusez-moi, je crois qu'il y a un doublon là. Il y a du bruit derrière moi. En attendant qu'Abdel revienne, je vais reposer peut-être la même question rapidement à M. Faisal Gnolofon. Abdel est de nouveau avec nous. Je disais, M. Abdel, comment se manifestent les besoins en contenu local des diffuseurs internationaux, mais aussi panafricains qui émettent dans l'espace Afrique francophone? Oui, alors les besoins aujourd'hui sont de plus en plus importants. Il y a une grosse demande aujourd'hui en contenu de façon générale, que ce soit de la fiction et bien sûr que ce soit le programme jeunesse, particulièrement de l'animation. La difficulté aujourd'hui pour les producteurs, c'est de pouvoir trouver et les moyens et les talents pour fabriquer les œuvres et pouvoir finalement livrer les différentes chaînes. Parce que je pense que d'après ce qu'on a entendu et après les échanges qu'on a avec ces chaînes-là, si aujourd'hui on arrive à alimenter de façon régulière les différentes grilles, elles sont prêtes, elles sont disposées à vraiment acquérir ces programmes-là et ouvrir carrément des grilles qui sont dédiées au type de programme que nous faisons, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, sur le segment de l'animation. Ouais. Donc oui, clairement, le besoin est là, il est présent. Et le tout, c'est de pouvoir trouver l'équation la plus intéressante pour tout le monde, pour les diffuseurs et également pour les producteurs. Oui, nous reviendrons sur ces points avant la fin de ces discussions. J'aimerais aussi savoir rapidement, avant d'aborder plus tard la question du financement, quelle importance particulière ont les diffuseurs panafricains et ou internationaux dans la production locale africaine? Quelle importance? Je n'ai pas bien compris la Quelle question. importance particulière peuvent avoir les diffuseurs, que ce soit des diffuseurs africains ou internationaux, dans la production locale africaine? Alors, de façon générale, en ce qui concerne les séries
les premiers destinataires, en tout cas les premiers clients pour nous producteurs, ce sont les chaînes, ce sont les diffuseurs. Voilà, c'est vraiment eux qui sont en front et c'est eux finalement qui sont l'interface entre nous producteurs et finalement le consommateur final qui est le téléspectateur. Donc, c'est vraiment, ils sont vraiment l'épine dorsale de l'écosystème. Le tout maintenant, c'est de pouvoir trouver, et on a remarqué, hein, nous, par exemple, nous, ici en Côte d'Ivoire, on a remarqué qu'il y a de nouveaux acteurs, à part la RTI, il y a de nouveaux acteurs qui se sont installés et qui sont en train de trouver leur marque sur ce marché-là, trouver la bonne solution, la bonne équation hein, pour pouvoir et produire, alimenter leurs différentes grilles et bien sûr contribuer au renforcement de l'écosystème. Donc, ils sont importants, ils sont dans l'absolu, sans les diffuseurs, il ne peut pas avoir de marché. Le tout, c'est de pouvoir, eux, en tant que diffuseurs, arriver à se structurer et bien sûr porter les producteurs, bien sûr, surtout indépendants, hein, pour pouvoir continuer à proposer des productions, que ce soit de la fiction ou carrément des programmes dédiés à la télé. Tout cela se passe aussi dans un processus souvent de coproduction. Monsieur Faisal Nolofin, l'entreprise Merveille Production que vous avez fondée produit du documentaire, mais aussi de la fiction et des séries télévisées, bien évidemment. Quelles sont, selon vous, les différentes opportunités qui s'offrent à la coproduction, justement, à l'échelle africaine, mais aussi au-delà du continent? Merci, Monsieur Bob Barry. Je vais dire tout de suite que, effectivement, pour des pays qui ont très peu de une mise en place de fonds de soutien, la coproduction reste l'idéal pour nous pour porter ces genres de projets qui sont de petites économies, mais à l'échelle internationale comme vision, si on veut produire des œuvres de qualité, on y va vers. En fait, il faut d'abord aujourd'hui encourager plus la coproduction sud-sud, donc la coproduction entre nos pays d'abord. Et ça commence par prendre petit à petit. On travaille beaucoup entre pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, comme Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et ça, c'est déjà important dans l'idée de savoir où est-ce qu'on trouve la main-d'œuvre technique et quel pays a une enveloppe qui est dotée et qui peut financer des productions venant d'autres pays. Et ça se fait beaucoup à l'état de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont mis en place des fonds, mais aussi ce qu'on disait tout à l'heure en termes de diffuseurs, que des diffuseurs commencent par mettre de l'argent dans du préachat ou de la coproduction. Ça permet vraiment de booster le début du travail avant d'aller chercher ailleurs. Parce que les diffuseurs qui s'engagent en premier sur l'œuvre et surtout sur les séries de plus en plus ont, dans un premier temps, la diffusion en prime time, en fait, par rapport à s'il y a deux diffuseurs qui se positionnent, l'autre devient un deuxième diffuseur. Et quand la concurrence est comme ça, je pense que ça encourage beaucoup de coproduction. Après, sur des œuvres comme du documentaire et de la fiction, on a les coproductions sud et on a les coproductions internationales, c'est-à-dire le nord et le sud, où pour avoir accès aussi à certains guichets à l'international, c'est qu'il faut trouver des sociétés de production qui sont dans ces pays-là, en fait, que ce soit en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Canada. Donc, on ne peut pas, en tant que société du Sud, avoir accès directement à ces fonds. Du coup, il faut passer par des alliances de coproduction pour aller chercher ces fonds. Et ça reste vachement important pour des budgets aujourd'hui qui sont énormes et qui ne peut pas être réunis et bouclés rien que entre nous, producteurs du Sud, en fait. Voilà.
Alors, on va approfondir ce point un peu plus tard. J'aimerais savoir comment vous ressentez en tant que coproducteur l'arrivée, par exemple, des géants dans le secteur. On parle notamment des vidéos sur demande ou les chaînes de streaming. On parle aussi de Netflix. Comment vous ressentez ça en tant que coproducteur africain? Parce que vous disiez à l'instant que la coproduction Sud-Sud serait l'une des étapes les plus importantes pour vous, producteurs africains. Ben, déjà, ça reste important qu'on vienne en coprod avec une part importante pour avoir toute notre place. Donc, c'est la bataille qu'on mène au jour le jour dans les coproductions. C'est déjà juridiquement être en mesure de prouver qu'on détient soit les droits, soit il faut co-détenir les droits ensemble avec la Société du Nord pour peser en fait. Avec les plateformes, c'est clair que des diffuseurs, quand ils mettent de l'argent, si c'est de la coproduction où ils mettent 60, 70 ou 80% du financement, c'est clair qu'ils ont la diffusion sur plusieurs années. Et de plus en plus, chaque diffuseur essaye de créer des plateformes pour pouvoir avoir la VOD ou la SVOD par la suite, en fait. Donc, ce que fait Canal Plus aujourd'hui, ce que fait TV5 Monde Plus, en ayant TV5 Monde et TV5 Monde Plus à côté qui diffusent sur des plateformes. Et je pense que tout le monde couvre ça parce que tout le monde prépare l'arrivée effectivement de Netflix dans l'Afrique francophone qui va aussi chercher à prendre sa place et qui va encourager de plus en plus cette mode de diffusion qui va prendre toute la place et qui va s'imposer à tout le monde, surtout en termes de séries en fait, voilà. Je pense que la demande est très grandissante en termes de séries et c'est ce qui finance la plupart des diffuseurs aujourd'hui, que ce soit de la fiction ou de l'animation, en fait. Voilà. Alors, Madame Anna Ballo, directrice de RTI Distribution, j'aimerais savoir de votre côté comment vous positionnez-vous face à ces nouveaux acteurs et dans quelle mesure leur arrivée peut-elle être une menace pour les productions locales? Je ne dirais pas que leur arrivée est une menace pour les productions locales. Au contraire, ça va être une opportunité pour les producteurs que pour les producteurs. Parce qu'ils vont arriver sur le marché. Je pense qu'ils ont déjà des études. Tous ceux qui ont expérimenté la pénétration de nos marchés avec des catalogues extérieurs se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. La téléphonie l'a essayé, même les toutes premières plateformes de streaming et tout, de SVOD ont essayé avec du catalogue extérieur et s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce que le public demande du contenu local. Donc, c'est une grosse opportunité pour les producteurs locaux. Mais comme disait Abel tout à l'heure, le challenge qu'il faudra pouvoir surmonter, les défis, ce sont les défis de compétences et de financement. Pas que le financement n'existe pas, mais c'est comment il est structuré. Et est-ce qu'il est structuré pour répondre aux défis futurs? C'est tout ça. Et ensuite, au niveau, nous, en tant que diffuseurs, c'est vrai, ça peut être une menace, mais en tant que distributeur, c'est une opportunité parce qu'on a du contenu qu'il faut pouvoir faire diffuser. Aujourd'hui, quand on regarde la tendance de nos ventes, les plateformes SVOD sont en flèche en termes d'acquisition. Voilà. Les chaînes de télévision sont restées statiques parce que pour le moment, elles n'ont pas encore véritablement trouvé le modèle économique pour acquérir du contenu. Nous, au niveau de la RTI, on essaie de plus en plus de le faire depuis 2015-2016. On fait du préachat, on fait de la coproduction, on met un minimum garantie quand du contenu nous intéresse. Mais toutes les chaînes ne sont pas structurées de la sorte. Même les chaînes privées qui arrivent, déjà le ticket d'entrée par rapport à, comment on appelle, à tout ce qu'il faut déposer auprès des différentes autorités est assez cher. Et ensuite, il faut mobiliser du contenu, il faut mobiliser de l'argent pour produire. Et le marché publicitaire actuel ne permet pas de rentabiliser des productions je dirais, de qualité ou premium, parce que quand vous regardez les coûts des spots publicitaires sur nos marchés,
La moyenne tourne entre peut-être le maximum, c'est 5 000 € que vous pouvez avoir pour un spot de 30 secondes. Alors que vous avez produit un contenu, je pense que les producteurs ici ne me contrediront pas. Quelquefois, l'épisode, vous montez à 6-12 millions. Ça, c'est quand vous voulez essayer d'être un peu correct. 12 millions de CFA. Donc, combien de pubs vous mettez? Comment le diffuseur qui acquiert ce contenu ne peut pas le bloquer pendant 10 ans aussi et être en train d'attendre que la publicité rentabilise ou ses abonnés parce qu'il tue le marché. Donc, la chronologie des médias aujourd'hui demande que tout ce système s'organise. Pour nous, c'est une opportunité. Peut-être qu'ils viendront pour permettre de réguler, c'est-à-dire que on a le producteur ou le distributeur a deux choix. Ou bien il décide qu'il donne son contenu au streamer. Le streamer va le bloquer 3 ans, mais en contrepartie de mettre des montants en face. C'est ce qui se passe aujourd'hui plus ou moins avec Netflix. Mais est-ce que c'est intéressant? Et quand il n'y en a pas, quand la rareté s'installe, Netflix ou tous les autres streamers sont obligés comme on dit, de suivre. Vous venez sur un marché où vous avez besoin, je dis comme ça, de 2000 heures par mois. Sur le marché, il n'y a même pas 1500 heures par an. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas demander à ces gens de les bloquer pendant 3 ans. Vous négociez, OK, je te bloque en tant que peut-être plateforme SVOD, mais tu peux aller faire de la télévision pour rentabiliser. Parce qu'à un moment donné, il n'y en a pas. Et il faut que tout le monde puisse en avoir. Donc, moi, je me dis, je ne dis pas qu'on s'asseye pour observer, mais je pense qu'il y a une grosse opportunité qui arrive pour l'Afrique qu'il faut saisir. Peut-être ce qu'on a observé qui est une faiblesse, le manque de volume et de qualité. Tant qu'on peut raconter nos histoires, aujourd'hui, la qualité, je veux dire, ce n'est pas le premier critère. Tant qu'on peut raconter nos histoires et qu'on est suivi, on a vu le Nigeria, forcément, on va finir par créer cet écosystème et comme on dit, les contenus qui n'étaient pas acceptés, comme on appelle, que les diffuseurs ou les SVOD refusaient avant, ils vont finir par vouloir les avoir. Donc, c'est une opportunité pour moi. Super. On va progresser dans la discussion avec Abel Kwame. C'est une question d'un auditeur face à la multiplication des nouvelles productions dans tous les pays africains. La production de contenu panafricain est-elle encore une réalité et quelle est la préférence des téléspectateurs africains? On a évoqué que les Africains aimaient de plus en plus le contenu local, tout à l'heure, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, quel genre de partenariat vous établissez avec les diffuseurs qui s'intéressent notamment à la production locale africaine? Oui, au niveau de production de façon générale, déjà les acteurs, producteurs que nous sommes, on essaie de travailler sur des projets, des concepts, des créations qui sont proches de notre cible première, donc de notre marché local. Mais on se rend compte que finalement, c'est ce qu'il faut. Anna l'a dit au départ, il y a eu beaucoup l'invasion des telenovelas et tout ça, mais ça a créé autre chose par la suite. Donc, ça a permis à d'autres acteurs, d'autres créateurs de créer du contenu qui était fortement inspiré de ce type de programme-là, mais qui s'est adapté finalement au mode de vie du marché. Voilà. Donc, et je pense que de façon générale, tous les acteurs, tous les auteurs, les acteurs de l'écosystème ont compris que s'il faut arriver à créer un marché beaucoup plus véloce à terme, c'est de pouvoir donc affiner le programme qui sera beaucoup plus orienté orienté vers le marché. Et bien sûr, les nouveaux acteurs, on parlait tout à l'heure des Netflix, ils l'ont également compris, les programmes qu'ils font, et ils le disent clairement, ils se positionnent clairement là-dessus, que ce soit Netflix, Disney et autres, même les chaînes internationales et autres, elles travaillent à fond sur du contenu orienté vers le marché local. On est tous d'accord là-dessus. La grosse question, c'est de pouvoir arriver à créer un marché, bien sûr, concurrentiel, mais finalement homogène. Parce qu'il y a vraiment, comme Anna le disait, il y a vraiment de la place pour tout le monde.
il n'y a pas forcément le seuil critique, donc n'est pas forcément atteint. Et donc, il n'y a pas de raison pour que un acteur ne puisse pas trouver sa place, quoi, en ce moment. De toutes les façons, le marché africain de la production locale, il est très étroit, donc il y a de la place pour tout le monde. On va pouvoir l'agrandir peut-être dans un temps record. Monsieur Faisal Nyoulefin, nous savons que les budgets attribués aux contenus locaux sont encore très limités, en Afrique francophone en tout cas. Quel moyen alors pour financer la production locale et quel modèle économique surtout, proposé aux différents producteurs? Il faut signaler qu'aujourd'hui, déjà pour brosser vite fait la fin de la question de l'auditeur, les productions panafricaines restent importantes en fait. Ça se remarque dans nos séries en fait que les castings sont complètement internationaux et que on travaille avec plusieurs autres pays. Donc oui, on en a besoin et il y a d'abord le premier cible qui est le public local. Mais aujourd'hui, l'AETI se retrouve sur le canal international, donc suivi dans plusieurs pays. Et donc, il faut aussi que ces publics se retrouvent dans ce genre de production pour les regarder. Donc, ça reste vachement. Je pense que la conquête de l'Afrique reste un marché très important et que on voit Madame Anna sur plusieurs autres marchés. Donc, c'est toujours en tant que distributeur aller proposer des contenus. Donc, après, pour le financement de ce genre de projet, complètement, s'il s'agit de produits de la série, les diffuseurs restent nos premiers financements, nos premiers financeurs qui nous permettent de monter le plan de financement de ces projets, en fait. Allô? Oui. Oui, donc les diffuseurs restent les premiers qui nous permettent de monter le plan de financement de ces projets. Ensuite, pour les pays qui ont aujourd'hui une enveloppe dotée, ça facilite la chose d'aller aussi dans un premier temps vers ce financement, mais avec une lettre d'intérêt chiffrée du diffuseur ou avec une convention déjà établie, voilà, qui solidifie déjà la base en se disant bon, c'est un produit qui vient déjà avec un soutien de son pays. Et ça reste vachement important dans la crédibilité du plan de financement. Et après, tu pourrais sortir du pays pour aller chercher des fonds internationaux qui financent ces genres de production. Mais si tu pars avec un plan de financement complètement faible, je pense que personne n'a envie, aucun financeur n'a envie de venir en premier sur un projet s'il n'y a pas un soutien vraiment local. Donc, la base, le montage du plan de financement qui correspondrait à soutenir tout le budget, part d'abord du financement local, des compétences qu'on peut associer ensemble et pour aller vers l'international et aller chercher des fonds destinés à ces productions du Sud, comme on le dit, et, pour pouvoir mettre à l'écran ces séries et fictions. Voilà. Et je pense qu'il faut voir vers le système francophone, mais aussi voir vers des fonds internationaux anglo-saxons qui financent ces productions et qui sont intéressés aussi par ces produits. Comme le disait Wandamana, il faut avoir vraiment de l'argent ou rester là à attendre, à garder une production sur 10 ans. Donc, tu signes avec le producteur sur 18 mois, sur 3 ans ou sur 5 ans. Après, il a la possibilité d'aller vendre sur d'autres marchés, en fait. Donc, oui, tu es diffuseur, tu es en prime time, tu es le premier diffuseur, mais aussi tu donnes la possibilité après aux détenteurs des droits d'aller chercher d'autres marchés. Et ça reste. C'est pour ça que l'arrivée des plateformes, ça ne va pas angoisser. Tant qu'il y aura des productions sur le terrain, je pense que même les productions d'il y a 10 ans seront recherchées en temps pour alimenter les heures, parce que tout le monde crée des plateformes, mais il faut vachement d'heures, il faut vachement de contenu pour alimenter tout ça, en fait. Voilà.
Merci pour ces premières précisions. Avant de parler des différents challenges pour la production locale et avant peut-être d'aborder aussi, si nous avons évidemment un peu plus de temps, les épicentres de cette production en Afrique francophone, nous allons prendre encore une question d'un auditeur qui demande dans notre environnement, dit-il, quelle est selon vous la bonne chronologie pour rentabiliser vos investissements. Monsieur Niolefond, peut-être que vous pouvez aussi rapidement En fait, ouais, je viens de terminer là-dessus. C'est-à-dire que si on a un diffuseur qui vient en premier, c'est ce diffuseur. Ce diffuseur déjà est venu en amont de la production. Donc, l'argent a été donné en amont pour travailler sur le projet. Après, et pour signer plus que ce qu'on a investi, c'est que c'est un diffuseur qui mettra peut-être 100% du financement, ce que jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore le cas. Mais s'il met 60-80% du financement, 50%, c'est qu'il a une part sur un certain nombre de temps pour diffuser et pour permettre après aux producteurs de proposer ce programme à d'autres diffuseurs qui seront deuxième diffuseur, troisième diffuseur ou selon la plateforme. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on peut rentabiliser les investissements, mais il nous faut forcément quelqu'un à la base pour démarrer ce projet et c'est ce que fait toutes les chaînes aujourd'hui qui coproduisent ou qui achètent les programmes en fait. Voilà. Aujourd'hui, je dirais, nous, cette chronologie des médias, nous, on essaie de la mettre aussi bien en faveur en notre faveur qu'en faveur du producteur, parce que généralement, on intervient en tant que coproducteur, on intervient également en tant que distributeur. Donc, on n'a pas intérêt à ce que nos chaînes bloquent le contenu pendant 3 ans sans qu'on puisse véritablement le rentabiliser ailleurs, parce que une fois qu'on l'a passé en télé, on n'a pas encore une plateforme qui permette, comme TV5, de continuer de valoriser le contenu. Mais une fois qu'on l'a passé en télé, je vais dire, la publicité a permis d'amortir une partie du financement, il faut maintenant aller conquérir d'autres marchés. Et je pense qu'on assainira le marché, on créera un cercle vertueux qu'à partir du moment où les différents types de diffuseurs vont s'asseoir pour réfléchir ensemble, pour se mettre, même si la loi donne des règles, mais il faut voir dans la réalité qu'est-ce qui est pratique, parce que l'idée, ce n'est pas de bloquer des contenus pour soi et tuer l'écosystème. Le producteur a besoin aussi de vivre. Il ne s'agit pas de dire, bon, comme j'ai financé le contenu à 80%, ben, je finis de griller le contenu avant qu'il n'aille sur le marché. Ben, on tue en face aussi la poule aux œufs d'or. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on se dise, OK, j'ai exploité un contenu peut-être pendant 12 mois, 16 mois, que je permette à une seconde fenêtre, ou bien même voir, nous, on a des diffuseurs internationaux avec qui on a des accords, même quand on a des périodes d'exclusivité ou qu'ils ont des périodes d'exclusivité, en fonction du marché, on leur demande, est-ce qu'on ne peut pas faire un géoblocking pour essayer de permettre au contenu de vivre sur un autre type de marché? Donc, même les producteurs aussi, dans les discussions maintenant avec les diffuseurs, il faut tenir compte de tous ces éléments qui permettent au contenu effectivement de vivre, aux producteurs d'ici 2 ans, 3 ans, d'engager une nouvelle production. Parce que ce qu'on constate, c'est que quand le producteur a fini, il est tellement essoufflé parce que d'abord, quelquefois, c'est vrai, c'est par manque de moyens véritables, mais surtout par manque de compétences. Quand il a fini, il est obligé d'attendre 4-5 ans avant de se relancer sur une nouvelle production, ce qui est invivable pour une entreprise. Alors, il nous reste un peu moins de 15 minutes. Rapidement, nous allons aborder les 3 ou 4 dernières questions pour ce panel. Je me tourne à nouveau vers M. Faisal Niolefond. En dehors de possibles épicentres de la production en Afrique francophone, comment le marché s'organise et quels sont les modèles économiques et les sources de financement des productions africaines essentiellement? On en a parlé un tout petit peu, mais j'aimerais insister là-dessus. Le marché aujourd'hui, c'est tout ce que déjà nos festivals sur le continent nous offrent. Donc, il y a tout ce qui est MIP et ça, c'est
pour ce qui concerne les ventes de casse de lait. Mais il y a tout ce qui s'organise aussi de façon professionnelle durant des festivals comme les JCC, le FESPACO, le Durban, l'Emprunteur. Voilà, il y a plein de marchés qui s'organisent parallèlement à Marrakech aussi, en fait, qui font qu'on a la possibilité de rencontrer des distributeurs, des producteurs d'autres pays pour engager soit des coproductions, soit des ventes ou trouver des vendeurs internationaux pour faire voyager nos productions. Donc, l'économie aujourd'hui va se baser de plus en plus. Je pense que les pays se copient au fur et à mesure et c'est du bien parce que tant que chaque pays aura une enveloppe dotée, en fait, donc une enveloppe dotée pour financer la production audiovisuelle et cinématographique et en mettant les forces ensemble, c'est-à-dire que c'est là où les coproductions sud-sud deviendront encore plus importantes parce que si une production ivoirienne et une production togolaise vont se mettre ensemble pour trouver de l'argent dans chaque enveloppe et faire travailler des équipes ensemble, ça permettra de boucler aussi très vite les plans de financement, les budgets, en fait, voilà. Donc, je pense que, oui. Je pense qu'il y a ces marchés qu'il ne faut pas négliger, et de télévision et de cinéma, mais aussi cette manière de travailler ensemble. Oui. Alors, M. Abel Kwame, on parle de production, mais qui parle de production parle aussi de formation. Très rapidement, comment, selon vous, les différents acteurs sont formés justement au métier de l'audiovisuel pour la production locale, notamment? Oui, je vais juste revenir rapidement sur la production. Aujourd'hui, en Afrique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on commence à avoir des guichets de financement, on commence à avoir des fonds qui se structurent au fur et à mesure, donc pour financer les productions locales, mais qui essaient de capter également des ressources à l'extérieur. On a aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, le fonds SIC, qui finance donc localement donc des programmes, mais qui a aujourd'hui en son sein logé un autre fonds, donc qui est le fonds ACP, qui est en partenariat avec l'OIF, donc qui essaie de produire. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, les tickets, le niveau de ces financements-là commence à monter également en puissance. De façon générale, on commence à avoir des productions avec des budgets assez importants. Donc, je pense que le plus important aujourd'hui, il commence au fur et à mesure à avoir vraiment des possibilités de produire des œuvres de qualité. Maintenant, pour revenir à la formation, c'est un des enjeux les plus importants parce qu'en télé, ce qui est de mauvaise qualité, ça se voit tout de suite à l'écran. Il y a pas, on peut rien cacher, tout est là, ça se voit. Et avec même, la HD, voilà. Oui, la donc, TNT, la voilà. Donc, et aujourd'hui, avec la TNT, les images sont de meilleure qualité. Donc, l'enjeu aujourd'hui de la formation est très, très important. Donc, ce qui fait que nous, par exemple, au niveau du secteur de l'animation, en attendant d'avoir une école d'animation en bonne et due forme, on essaie de pousser les écoles localement à s'intéresser à la formation au niveau de l'animation, bien sûr, également au niveau de l'écriture. Donc, on a placé pas mal de formateurs issus de nos studios et qui essaient de former les jeunes dans ces écoles et identifier également des talents. Il y a aussi un gros dispositif, nous, au niveau de nos studios, pour former les nouvelles recrues, pour qu'ils puissent être très rapidement insérés dans le parc de fabrication. Donc, oui, pour répondre à la question, définitivement, la formation, c'est l'un des plus gros enjeux dans l'écosystème. Oui, nous n'avons... Allez-y rapidement. Voilà, nous aussi, ce qu'on fait aujourd'hui avec les producteurs, quand on a des producteurs avec qui on coproduit ou qu'on met même un producteur exécutif, on demande qu'ils puissent identifier dans des écoles des stagiaires. Ce qui fait que quand ils ont fini la production, il y a quelque chose qui reste. Les stagiaires qui ont été intégrés dans les productions, comme on dit, sont déjà en contact avec l'environnement. Et pour parler de coproduction, je dirais que la coproduction entre coproducteurs, de plus en plus, il faut que les coproducteurs acceptent de se mettre ensemble pour aller vers des projets ambitieux parce que chacun d'eux a en son sein des compétences qu'ils peuvent fédérer.
Ouais. Merci beaucoup, Madame Anna Ballot, hein, directrice de RTI Distribution. Merci à vous également, Monsieur Faisal Niolefin, hein, directeur général Merveille Production, et Monsieur Abel Kwame, directeur général Africatum. Merci à toutes et à Merci tous. beaucoup. Merci Merci. aux internautes aussi d'avoir posé quelques questions intéressantes. Je dirais que la montée en puissance de l'audiovisuel en Afrique francophone est très réelle, hein. L'Afrique est un continent chargé d'histoires, on le sait, des histoires qui se racontent, mais aussi des histoires qui se mettent en image. Et même si le financement, comme vous le disiez, et la formation constituent des défis majeurs en Afrique, la production locale a de belles perspectives, en tout cas devant elle. Si je résume tout ce qu'on vient de dire, et puis enfin, la montée en puissance de la classe moyenne africaine et l'émergence surtout des plateformes comme les vidéos à la demande accroissent les opportunités de développement donc pour la production locale. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce panel. On se retrouve la prochaine fois, je vous dis à très très vite tous.